Bonjour et bienvenue sur Santé Organisée. Aujourd'hui, nous avons un premier talk sur la beauté et le bien-être. Nous sommes chez Maison Serena à Aix-en-Provence, le temple du bien-être dédié à la femme. Et aujourd'hui, pour lancer cette première émission, nous allons accueillir 3 duos d'intervenants. Nous allons avoir Claire Battista, chirurgien esthétique, avec Alizée la Modexoise, pour nous parler de l'image de soi. Nous allons après avoir les conseils Pharma de Léa et Maïdiette Moussier pour nous parler de l'alimentation et quoi mettre dans son assiette pour rester en forme. Et enfin, nous allons avoir Monsieur Clavicule et Fit Mom France pour nous parler de l'activité physique. À tout de suite pour le début de ce podcast. Allez Caro, je t'en commence à te on va se présenter. présenter rapidement. Donc, je m'appelle Caroline, je suis coach sportive. Je suis propriétaire d'une salle de sport sur Aix. J'ai également une application où je propose des séances pour les femmes, plus particulièrement pour les mamans, mais bon, même si on n'est pas maman, on peut complètement faire mes séances. Et je suis aussi sur les réseaux sociaux pour aider les mamans, en particulier encore une fois, à se mettre au sport et en tout cas à intégrer du mouvement justement dans notre quotidien qui est souvent très chargé. Évidemment, je suis maman de 2 enfants, donc je sais de quoi je parle quand j'en parle sur les réseaux, en salle ou sur mon app. Moi, c'est Nicolas, donc Tikomirov, voilà, très simple. Je suis kiné-ostéo sur Aix-en-Provence, pas très loin d'ailleurs de la salle de Caro, on n'est pas très loin. Et il m'arrive souvent de lui envoyer des patients derrière, après la rééducation. Donc, on a une belle complémentarité là-dessus. Moi, j'ai un compte sur les réseaux sociaux, Monsieur Clavicule, où je vais essayer de pousser les gens à bouger, qu'ils comprennent un petit peu mieux leur santé, comment ils peuvent améliorer leur douleur grâce au mouvement. On va aussi en parler aujourd'hui. Et je suis un grand sportif. Je fais beaucoup de vélo, VTT, vélo de route, course à pied, trail running. Et donc, c'est vrai que c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur d'essayer de toujours mettre du mouvement dans nos vies. Je pense que c'est vraiment la base. On a parlé de l'alimentation, c'est central, mais le mouvement est vraiment hyper complémentaire. Et donc, on va parler de cette thématique, être en forme grâce au mouvement. Caro, pour toi, ça veut dire quoi être en forme ? Pour moi, le sport, c'est surtout être en bonne santé. On parle souvent du sport pour l'esthétique, pour la perte de poids, comme pour l'alimentation. Ok, c'est bien, c'est peut-être une première approche pour se mettre au sport, mais finalement, pour moi, être en forme, c'est surtout assurer au quotidien. Qu'on soit maman pour porter les enfants, qu'on soit âgé pour s'asseoir sur une chaise. C'est ça, être en forme, c'est vivre le plus longtemps possible dans les meilleures conditions possibles. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Comment finalement on fait ça ? Parce qu'on distingue le sport de juste être actif. Et ouais, c'est vrai que quand on fait du mouvement, quand on fait du sport, en fait, il faut comprendre qu'il se passe plein de trucs dans notre corps. Il y a vraiment au niveau physiologique, métabolique, plein de choses, des améliorations. On va travailler sur notre système cardiovasculaire. On va avoir un cœur qui va être plus fort, plus efficace. Système respiratoire, on va avoir une capacité respiratoire pulmonaire qui va être augmentée, une meilleure oxygénation des tissus. Ça va nous permettre d'être plus endurant, moins essoufflé. Quand on monte des escaliers, qu'on est de suite essoufflé, c'est pas cool. Donc le sport va permettre d'améliorer ça. Une gestion du poids aussi, vraiment avec l'alimentation, c'est très important. Le métabolisme, en ayant une réduction du risque de diabète, un meilleur contrôle de notre glycémie. La santé mentale, on en parle aussi beaucoup, c'est une thématique qui est hyper importante. Et le sport, en fait, c'est peut-être le meilleur antidépresseur naturel qu'on puisse avoir. Oui. La libération des endorphines, qui est quand même l'hormone du bien-être. La réduction du cortisol, qui est l'hormone du stress. Les endorphines, ce qu'il faut savoir dessus, c'est une hormone assez intéressante parce qu'elle est aussi antidouleur. C'est une hormone antidouleur. Donc, moi, en tant que kiné, quand je rééduque des gens qui ont des douleurs chroniques, qui ont mal au dos ou qui ont des tendinites. Vous savez, à une époque, on disait surtout ne bougez plus, ne restez au repos. Bon, tout ça, c'est des choses, c'est des fausses croyances, on le sait maintenant. On a vraiment changé notre fusil d'épaule et maintenant, on sait que c'est le mouvement qui va permettre d'améliorer ce genre de douleur et qu'elles ne se chronicisent pas. Et les endorphines, elles ont un coup à jouer comme elles sont aussi antidouleurs. Donc, du coup, on pousse les gens à bouger pour plein de raisons. Il y a d'autres raisons, le renforcement du système musculo-squelettique. Donc on va prendre de la masse musculaire, on le sait aussi, c'est quelque chose qui permet de protéger quand on a une lombalgie par exemple, il faut être renforcé. Quand on a des tendons qui sont en souffrance, il faut les stimuler pour qu'ils puissent cicatriser. Une tendinite, c'est comme ça qu'on la rééduque. Ensuite, il y a la stimulation du système immunitaire. On est souvent moins malade quand on fait du sport. Et il y a la longévité. On va vivre plus longtemps en meilleure santé
Ça va permettre de diminuer beaucoup de maladies. On va en parler, Caro va nous en parler juste après. Des chiffres assez intéressants. Et puis le bien-être global, parce que faire du sport, on se sent bien. On a une estime de soi qui est plus haute. On va avoir un cercle social souvent qui va être plus riche. On va à la salle de sport, on rencontre des gens, on va au club de marche, au club de course à pied. On fait des super rencontres et on peut se lancer des super défis. Et on est heureux d'avoir accompli ces défis. Donc en fait, faire du sport et bouger, ça a un bienfait qui est total sur de nombreuses fonctions de notre santé. Santé physique, santé mentale. Santé physique, santé mentale. Je pense que tout ça, vous le saviez déjà. Non, mais c'est bien de le rappeler. C'est très bien de le rappeler, mais je pense améliorer. Qu'effectivement, c'est dit que c'était bien de vous citer des chiffres parce que les chiffres, ça ment pas. Ouais. Et c'est souvent beaucoup plus percutant que de juste vous dire le sport, c'est bon pour la santé. Vous le savez, c'est comme l'assiette. C'est les deux piliers. Donc, on va vous citer quelques chiffres. Quand vous faites du sport, vous diminuez de 60% toute cause de mortalité. 35% des maladies cardiovasculaires. Et là, j'insiste pour les femmes particulièrement. C'est hyper important parce qu'on parle beaucoup des maladies cardiovasculaires pour les hommes, mais les femmes sont hyper sujettes à ça aussi. Et souvent, on a tendance à oublier un petit peu nos symptômes. 70% des risques de fracture du col du fémur. 60% de développer un diabète de type 2. 60% de risque en moins de développer un cancer du sein. 50% de développer un cancer du côlon et 30% de développer un cancer de la prostate. Donc le sport, c'est pas juste être en bonne santé au quotidien, mais ça a vraiment des risques majeurs, enfin des bénéfices majeurs sur votre santé et sur le risque de développer des maladies cardiovasculaires, des cancers. Ça, ces chiffres-là, il faut quand même partir sur une base en se disant mais ok, mais à quelle dose? Ça veut dire quoi faire du sport? Combien il faut que je fasse? C'est quoi? C'est 1 heure par semaine? C'est 2 heures par semaine? Et ça, on a quand même des recommandations de l'OMS pour arriver à savoir combien de sport, quel dosage il faudrait faire. Et donc chez les adultes de 18 à 64 ans, les recommandations... Viens, on va leur poser la question. On va leur poser la question. À votre avis? À votre avis, c'est combien de sport il faudrait faire d'heures par semaine ou de minutes pour être en bonne santé? Ouais, là, on n'était pas... Très bien. Alors, c'est entre 150 et 300 minutes d'activité d'endurance physique modérée. Modérée. Qu'est-ce que ça veut dire modérée? En gros, c'est de la marche, du vélo. C'est être capable de parler pendant l'effort. Au final, vous allez faire vos courses, vous marchez, c'est déjà considéré. Alors, on va ramener ça en heures parce que quand même, c'est peut-être plus parlant. Ça fait entre 2h30 et 5 heures par semaine. Est-ce que vous faites 2h30 de sport par semaine? Ouais. Pas du tout. Mais la marche, il faut aussi aller un peu plus loin et c'est pour ça que la marche, on va marcher, mais notre cœur ne va pas rentrer non plus à des intensités qui sont quand même où on devrait être à, je sais pas, 120, 130, 140 pulsations, on est un petit peu plus bas. Donc c'est vrai qu'il faut aussi arriver à pousser un petit peu son cœur. Voilà. D'accord ? On peut avoir 75 à 150 minutes d'activité d'endurance d'intensité soutenue. Soutenue. Donc, ou la combinaison des deux, c'est-à-dire un peu de soutenu, un peu d'endurance plus basse. Voilà. Ça, c'est les recommandations. Ça, c'est la partie cardio, travailler le cœur, qui est quand même hyper important. Mais il y a aussi, pour vivre longtemps et dans des bonnes conditions, il va y avoir la force, développer la qualité de la force, donc faire de la musculation, faire du renforcement musculaire. Ça, c'est la capacité à vaincre une grande résistance une fois. Ce serait le déterminant clé pour vieillir en bonne santé. On sait maintenant, toutes les études, il y a 20-30 ans en arrière, on parlait que du footing. Maintenant, on le sait, ces dernières années, on en parle beaucoup plus. La musculation, le renforcement musculaire, c'est ça, on va en parler aussi un peu plus tard, qui va vous aider en fait à vieillir. Ça, c'est les dernières études qui nous montrent ça en fait, que c'est vraiment un déterminant clé pour mieux vieillir. Et ça veut dire que à n'importe quel âge, on pourrait commencer même la musculation. C'est-à-dire se dire, je vais prendre des charges, même des charges lourdes, hein, on parle de charges lourdes, il faut le faire évidemment en étant encadré, un kiné, un coach pour pas faire n'importe quoi, parce qu'on commence poids de corps, puis doucement on augmente la charge. Mais le fait de se renforcer, ça permettrait de pouvoir porter ses courses en vieillissant, pouvoir monter les escaliers. Et ça, si je vous dis ça, c'est pas pour rien. C'est parce qu'à partir de 40 ans, on commence à perdre chaque année de la masse musculaire. Et ça, c'est assez massif. C'est-à-dire qu'à partir de 40 ans, on perd 0,5% de sa masse musculaire par an. À partir de 50, c'est 1% par an. Et à partir de 60 ans, on perd 2 à 3% de masse musculaire par an. Donc si on fait rien, en vieillissant,
on n'a plus de force. Et si on n'a plus de force, on va vieillir en plus mauvaise santé, on n'arrivera pas à soutenir ces activités de la vie quotidienne et globalement, on a plus de risques de développer certaines douleurs. Et donc, c'est ça qu'il faut vraiment prendre conscience de ces chiffres, ils sont hyper importants. Et moi, je vois à mon cabinet, j'ai des seniors qui ont 70, 80 ans et je leur fais faire du soulevé de terre, du deadlift avec des poids. Et alors, ça choque. Il y a certains qui disent mais non, au contraire, il faut vraiment se renforcer. Il ne faut pas avoir peur de porter du lourd et même avec des répétitions qui sont très courtes pour créer de l'hypertrophie et pour recréer cette masse musculaire qu'on perd dans tous les cas tous les ans à partir de 40 ans. C'est ça, pour renforcer les muscles. C'est que comme ça. Moi, j'ai une question. Vous dites qu'il y a un minimum de sport à faire par semaine. Est-ce qu'il y a un maximum? Est-ce qu'à partir d'un moment, ça devient contre-productif? Oui. Tu peux tomber dans le surentraînement, c'est-à-dire que certains sportifs qui vont faire 15, 20 heures, 25 heures de sport semaine, là, eux, ils peuvent vraiment déclencher des déficits, hein, on en parle, avec du surentraînement, tomber malade, chez la femme, il y a le REDS, il y a plein de choses qui peuvent être vraiment, vraiment très importantes. Donc oui, il faut quand même savoir s'écouter, il faut être encadré. C'est pour ça qu'un coach, c'est très important, quand on fait beaucoup de sport, d'être bien encadré pour pas faire n'importe quoi, parce que le risque de blessure va augmenter. Donc oui, on fait pas n'importe quoi, mais en général, il y a des gens qui sont bigorexiques, qui ont, c'est une maladie, hein, qui font trop de sport, mais globalement, on va parler après de la sédentarité, plutôt les gens ont tendance à faire pas assez de sport. Et donc voilà, il faut partir sur ces recommandations de base, où on se dit, 2h30 par semaine d'endurance modérée, j'essaie de les faire, et vraiment se les mettre comme un objectif, quoi. Voilà. En plus de notre marche, où on va y revenir juste après. Vraiment, le surentraînement, c'est les sportifs de haut niveau, c'est... Ceux qui font du crossfit, non? Arrête. Ah, t'as ça, tu dois en avoir certains comme ça. J'en ai, j'en ai, il faut les freiner. Ah, il faut les freiner, parce qu'ils sont un peu... S'arrêter serait là le 25 décembre, vraiment. Mais ça reste quand même rarissime. C'est vraiment les sportifs de haut niveau. Eux, on sait évidemment, quand ils arrêtent leur carrière, c'est compliqué. Mais c'est pas nous, quoi. C'est pas le commun des mortels, on en est encore très très loin. Mais du coup, comme l'a dit Nico, la problématique quand même majeure, c'est souvent la sédentarité chez les gens. Souvent, on peut être sportif, mais sédentaire. Léa nous a un peu spoilé tout à l'heure. Ouais, elle a carrément spoilé. Mais en gros, l'HAS dit, pour vous avoir la définition de la sédentarité, est définie comme une situation d'éveil caractérisée par une dépense énergétique faible en position assise ou allongée. C'est-à-dire, c'est le temps passé assis ou allongé sans une activité physique entre le lever et le coucher, ainsi que la position statique debout. Donc, je présume que vous travaillez certains devant des ordinateurs et que vous passez du temps assis devant votre ordinateur. Et c'est pas forcément le sport que vous allez faire le soir qui va vous enlever l'étiquette de la sédentarité. Vous êtes probablement sédentaire et sportif. Ou sédentaire tout court si vous ne faites pas de sport. Mais voilà. Et donc, l'idée, c'est de se dire, ok, toute la journée, je suis devant mon ordinateur, je suis comme ça sur ma chaise et je ne bouge pas assez. Et donc, il faudrait mettre en place des pauses actives toutes les 2 heures, par exemple, se mettre une petite alarme et se dire, allez, je me fais des burpees. Alors, peut-être pas des burpees, c'est horrible, mais je me fais des squats, je me fais des fentes, je me fais un truc qui va me mettre en mouvement. Et pendant 1 minute, je fais ça. Et là, vous allez sortir de cette sédentarité, de cette période d'inactivité physique longue qui caractérise la sédentarité. Oui, c'est hyper important de le comprendre. Même moi, je suis coach, donc je donne des cours le soir, et pourtant je suis sédentaire. Parce que toute la journée, de 9h jusqu'à 17h, je suis assise sur une chaise derrière mon bureau. Et je suis sédentaire, et pourtant je suis coach. Je m'en suis vraiment rendu compte l'année dernière de ça, et je me suis dit, mais c'est pas possible en fait. Je fais 3 heures de sport tous les soirs, et malgré tout, je suis sédentaire, donc je mets mon corps en danger, on va dire. Donc qu'est-ce que je peux faire pour arriver à casser cette sédentarité? Donc effectivement, comme l'a dit Nico, de temps en temps, je me lève. Je peux prendre mes cols au téléphone. J'emmène mes filles maintenant à l'école à pied la majorité du temps ou en vélo. Mais encore une fois, le vélo, on va en parler aussi, c'est différent de la marche. Donc c'est ça, c'est essayer de mettre en place des petites choses dans notre quotidien pour casser cette sédentarité et casser cette position assise ou debout. Si vous êtes vendeuse ou coiffeuse, vous êtes debout toute la journée, finalement, vous êtes quand même sédentaire parce que vous piétinez en fait.
Vous n'êtes pas dans l'action. Et souvent, on a beaucoup dit, les gens déclenchent des douleurs parce qu'ils ont une mauvaise posture devant leur bureau, ils sont avachis. Ça, on en est aussi revenu là-dessus. Il n'y a pas de bonne, mauvaise posture. En fait, il faut penser que la bonne posture, c'est la suivante. Et donc, j'engage les gens à se dire, mettez une petite alarme et variez, si vous pouvez, voilà, comme tu as dit, téléphoner en marchant. Si vous pouvez essayer de varier votre position. Vous savez, il y a des bureaux qui sont aussi assis debout, ça c'est pas mal, ça permet de varier les contraintes musculaires et globalement on sait que c'est ça qui va être prédictif dans l'apparition de certaines douleurs. C'est pas le fait d'être comme ça ou d'être bien droit, c'est plutôt de rester trop longtemps dans cette position ou trop longtemps dans cette position-là qui risque de déclencher certaines douleurs. Donc vraiment, essayez de vous dire dans la journée, je me challenge et j'essaie de mettre du mouvement tout au long de la journée. Et ça m'empêche pas le soir d'aller faire ma séance de coaching ou d'aller faire ma séance de crossfit et d'aller bouger. Ça, c'est deux choses qui sont différentes. Donc voilà. Ouais, moi j'ai une élève, elle a acheté un tapis de marche et elle a acheté le bureau haut. Et elle fait toutes ses réunions en visio où elle est en train de marcher. Voilà. Et à chaque fois qu'elle a réunion, elle marche. Mais au moins, elle casse sa sédentarité. Donc, quand elle est en télétravail, sur son canapé, comme ça, à travailler toute la journée, voilà, dès qu'elle a une réunion, hop, elle se redresse, elle fait ses petites marches, elle fait ses pas. T'as vu la transition ou pas ? Ouais, pas mal. Mais avant, moi, je pense qu'on pourrait demander, du coup, vous avez compris le concept de la sédentarité, mais qui se considère comme sédentaire, du coup ? Levez le doigt. Là, il y a beaucoup de monde. Hein. Finalement, si là, vous c'est la majorité, quoi. La majorité du monde. Si vous travaillez, vous... Donc dès lundi, prochain challenge. Absolument, il y a des montres maintenant qui vous... Ah oui, les montres qui disent, levez-vous, allez, bouge tes fesses. Ça va bosser. Et du coup, si vous aviez conscience de ça... Qu'est-ce que vous mettez en place, justement ? Les pauses actives. Ouais, pauses actives. Très bien. Quel exercice alors ? Très bien. Ouais, bouger, s'étirer. Ça permet de faire des pauses en pleine nature aussi, ou quand on a un appel téléphonique à avoir, sortir et marcher. Mais est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir faire des pauses toutes les 2 heures ? C'est gérable dans le boulot ou c'est compliqué ? Non, c'est gérable. Toutes les 2 heures, c'est gérable. Ou finalement, ça peut être à la pause déjeuner. Peu importe où on travaille, même en ville, d'aller marcher avec un ou une collègue de travail et de pas aller à la cantine ou de pas rester derrière son bureau à manger son déj. Moi, j'ai lancé des vidéos de 5 minutes justement sur mon app. 5 minutes abdos, 5 minutes stretching au bureau. Vraiment, où c'est tout sur la chaise et en fait ça marche hyper bien parce que peu importe ce qu'on fait, on arrive à trouver 5 minutes. Effectivement, on passe pour une tarée, je pense, quand on fait ça devant tout le monde. Mais c'est pas grave, au moins ça casse un peu et on peut motiver tous les collègues de travail à faire la même chose. Et du coup, on va enchaîner du coup sur les fameux pas. Voilà. Qui compte ses pas, qui regarde combien de pas il fait. Ah, c'est bien, dis donc. Okay. Avec les montres. Et alors, c'est quoi votre objectif de pas par jour ? 10 000. 6, ok, 10, donc tout le monde est sur 10 000. 6. 6, hein ? Moi, si, ça dépend au travail, j'arrive à en faire 4 000. Alors au printemps, nickel, je rentre du boulot, je vais marcher. Et là, l'hiver, non, je peux pas aller marcher le soir, je finis trop tard. Okay, et sinon, votre objectif, c'est 10 000. Vous avez tout ça en tête, c'est ce chiffre. En fait, l'histoire des 10 000 pas, pour la petite histoire, ça n'a rien de scientifique. C'est une pure histoire marketing des JO de Tokyo 1964. Moi, je n'étais pas né, voilà. 64, où une marque japonaise a lancé un podomètre qui s'appelait Manpoke et il disait « Marchons 10 000 pas ». Et en fait, ce truc, ça s'est répandu dans le monde entier. L'OMS l'a repris, l'association des cardiologues américains l'ont repris, alors qu'il n'y avait aucune validité scientifique. C'est hallucinant, ce truc-là. Bon. Et du coup, tout le monde s'est dit « les montres, elles nous disent « Bravo, vous avez fait 10 000 pas ». Mais en fait, on a des études scientifiques sérieuses maintenant qui nous disent qu'en fait, non. C'est pas 10 000 pas. C'est pas 10 000 pas. À partir de 3 000 pas, on commence à avoir des bienfaits et une réduction de toutes les causes de mortalité. Et en fait, la dernière étude qui est sortie, il y en a une en 2023 et là, une très récente en août 2025, qui est sortie dans le Lancet, qui nous dit que à partir de 7 000 pas, ce serait le nombre de pas idéal pour diminuer de 50 à 70% toutes les causes de mortalité confondues. Donc, je vais pas vous dire que faites 10 000 pas si vous voulez faire 10 000 pas, mais ne vous culpabilisez pas si vous n'arrivez pas à les faire. Voilà. En gros, si vous arrivez à déjà faire 3000, c'est cool. Et si vous arrivez à viser 7000 et monter à 7000, vous avez le maximum des bienfaits que vous pouvez en tirer. Moi, j'ai une question. Du coup, quand tu fais un footing, tu vas courir forcément 10 000 pas. Enfin, tu vois, si tu cours 30-40 minutes. Est-ce que ça rentre dans les bienfaits des 10 000 pas ?
Enfin, je sais pas si tu comprends ma question. Parce que quand tu fais 10 000 pas ou 7 000 pas, c'est quand tu les fais toute la journée. Mais est-ce que du coup, d'avoir couru 1 heure... Moi, j'ai couru ce matin et tout à l'heure, il m'a annoncé que j'avais fait mes 10 000 pas. Donc, au final, si tu veux, je vais sûrement faire 12 ou 13 ou 14 000 pas aujourd'hui. Il y aura, on ne sait pas si jamais les bienfaits vont être décuplés. On sait que c'est 7000, ce serait l'idéal, tu vois, en termes de voilà, j'ai envie de dire, plus on en fait, mieux c'est. Je me posais, c'était, tu vois, ces 7000 pas, en fait, ils sont faits tout au long d'une journée. Et pas quand j'ai couru 1 heure le matin, tu vois. Je réponds à ta question de suite, c'est, tu peux faire les 10 000 pas, tu peux les fractionner, c'est pareil. J'ai fait un challenge YouTube là-dessus où j'ai vraiment fait beaucoup de littérature scientifique dessus, j'ai fait vraiment la revue. Et en fait, ça, c'est pas indéterminant. C'est-à-dire que tu peux faire tes 10 000 pas en 1 heure ou tu peux les fractionner dans ta journée, les bienfaits seront les mêmes. Par contre, ce qui nous a été dit, c'est que l'intensité des pas va jouer sur les bienfaits. Plus tu as des pas qui sont rapides et plus tu mets de l'intensité dans tes pas et plus tu vas en retirer un bienfait pour ta santé. Donc voilà, c'était... Moi, je mettrais ton footing dans la séance de sport. Enfin, tu vois, je la classe dans mais bien les sûr. 150 Non, mais la question de Léa, c'était savoir oui. si on le fractionnait ou si on le faisait d'un coup. Est-ce que c'est pareil? Donc tu peux les faire tout au long de ta journée, c'est OK. Moi, ça m'arrive, à titre perso, quand j'ai pas donné cours et que je vois ma montre 3000 pas, je suis là à 19h, je sors mon tapis et je vais jusqu'à 7000 pour m'endormir un petit peu plus sereinement en disant voilà, s'il faut se mettre la pression, on doit se mettre la pression, ça va plus être sur les pas en visant le 7 et pas le 10. Non, parce que le 10, c'est 10 000 pas, c'est dur à faire dans une journée, sincèrement. Moi, je l'ai fait quand je donne cours. Selon la longueur du pas, donc en gros, c'est 80 cm pour la longueur du pas, ça peut être presque 10 km. 10 bornes par jour, on les fait pas forcément, quoi. Donc il faut un peu se déculpabiliser vis-à-vis de ça et dire, bon, c'est OK, j'essaie de viser au-dessus de 3000. Et puis si je peux monter à 7000, c'est OK. Et puis c'est comme tout, après c'est lissé dans la semaine. C'est pas grave si un jour on fait pas de sport quoi, et qu'on marche pas beaucoup. Oui, bien sûr. Mais bon, l'idée de se donner cet objectif entre 3 et 7000 pas par jour, c'est bien. Par contre, du coup, ça nous permet d'enchaîner sur une notion qui est assez intéressante et Caro, tu vas pouvoir nous donner ton avis là-dessus. Moi, j'ai des gens, même à mon cabinet, ou comme je côtoie pas mal de sportifs, qui préfèrent ne pas aller faire une séance de sport si elle dure 10 minutes ou un quart d'heure, qui vont pas se dire courir 15 minutes ça sert à rien, alors que c'est totalement faux, déjà je vous spoil le truc, et qui vont plutôt se dire je vais plutôt courir 1 heure le week-end, mais non, courir un quart d'heure c'est ridicule, sur Strava on va se foutre de ma gueule, les copains vont me charrier, c'est bon voilà. Caro, dis-nous que c'est faux. C'est faux, alors on va peut-être quand même, t'as spoilé, je voulais leur poser la question. Ouais. Qui pense ça? Qui se dit, si j'ai pas 1 heure de mon temps, je vais pas... Qui ne le fait pas? Qui se dit, moi, 10 minutes, pour moi, c'est ridicule, je vais pas le faire. Qui pense ça? Moi, je le fais pas, en fait. Tu le fais pas? Non. Parce qu'en fait, je me dis dans ma tête, c'est ou tout ou rien. Et qui se dit, une séance par semaine, ça sert à rien, je préfère rien faire? Exactement. C'est exactement pareil pour les minutes. Que ce soit la séance de sport, le nombre de séances de sport par semaine ou la durée de la séance, finalement, ce qui compte, c'est juste de se lever et encore une fois, de casser cette sédentarité. Donc même si c'est que 10 ou 15 minutes, c'est mieux que rien. D'accord? Si on peut faire 30 minutes, 50 minutes, 1 heure, bien sûr que c'est très bien. Mais si on n'a pas le temps, parce qu'on a des métiers très prenants, parce qu'on a des enfants à gérer, peu importe notre quotidien, et qu'on peut juste caser 15 minutes, 15 minutes, c'est mieux que 0. Une séance de sport par semaine, c'est mieux que 0. Donc on arrête de se culpabiliser sur ça. Moi, j'irai même encore plus loin que toi, Caro. Là, je prends ma casquette de kiné, de stress mécanique qu'on va mettre sur nos tissus. C'est moins stressant et vous avez moins de risques de vous blesser en faisant un quart d'heure de sport par jour. Vous allez créer des adaptations tissulaires, vous allez renforcer vos tendons et cette petite charge que vous allez mettre tous les jours, elle va faire du bien à votre sport que d'aller faire 1h30 comme un bourrin le week-end en se disant « Putain, il faut que je rattrape, j'ai rien fait cette semaine, je suis un feignant. » Et là, vous allez aller à fond et vous augmentez le risque de vous blesser de façon exponentielle, c'est énorme. Donc, en termes de stress mécanique, de quantification du stress mécanique, il vaut mieux faire des séances plus courtes et régulières qu'une grosse séance, et surtout si vous pratiquez de la course à pied, parce qu'il y a des impacts, parce que du coup c'est du stress pour vos tissus, donc préférez faire des séances plus courtes, et en course à pied, un quart d'heure
c'est déjà énorme. Oui. Moi, mes patients qui sont blessés, pour vous dire, je les fais reprendre et je les fais courir 10 minutes et on fait une alternance course et marche, 1 minute, 1 minute. Donc, ils ont couru juste 5 minutes, quoi. Et 5 minutes, c'est déjà largement suffisant quand tu as été blessé ou quand tu t'es déconditionné de la course à pied. Je veux dire, la grosse erreur qu'on voit des gens, c'est qu'ils ne courent pas, ils se disent, tiens, allez, les bonnes résolutions, hein, allez, je vais m'y remettre, je me remets à courir, et là, bam, ils vont courir 40 minutes. Ben alors là, le corps, il ne sait pas ce qui lui arrive. Vous avez les tendons, les cartilages, les muscles, il y a tout qui crie au secours, qu'est-ce qu'il me fait? Parce que c'est tellement d'impact, tellement de stress sur vos tissus que votre corps, il n'est pas capable, il n'est pas adapté. Donc, vous partez plutôt sur du 10 minutes avec une alternance et vous le faites régulièrement. Ah mais j'allais le dire, moi en tant que coach, et tu seras d'accord, je pense, pour moi la pire des périodes, c'est les bonnes résolutions. Ouais. C'est janvier et septembre. Il n'y a rien de pire qui m'énerve. Mais vraiment, je déteste parce que du coup, on se retrouve avec des personnes qui vont faire 3-4 séances dans la semaine, comme des tarés, qui vont se tuer, qui vont arrêter de manger en même temps, comme ça, combo parfait, et qui 3 semaines après se disent « Ah, j'arrive plus ». Bah oui, forcément, t'as fait n'importe quoi. Tu es allé beaucoup trop fort, beaucoup trop vite, et du coup, tu lâches parce que t'arrives pas. Donc, reprenons tranquillement. Encore une fois, 10 minutes, c'est mieux qu'1 heure, et 10 minutes tous les jours. Que zéro. 10 minutes, c'est mieux. Ouais, c'est mieux qu'1 heure. Ouais. 10 minutes, c'est mieux que zéro. Régulièrement. Voilà, régulièrement. La régularité, la progressivité et la régularité, c'est vraiment 2 notions clés pour réussir et puis pour vraiment arriver à progresser. Quoi. Si vous êtes en train de vous dire, je reprendrai au 1er janvier, ouais, Léa. Vous ne reprenez pas au 1er janvier, vous reprenez maintenant. Vous allez marcher 10 minutes tous les jours et vous verrez qu'au 1er janvier, vous serez déjà en bien meilleure forme plutôt qu'attendre le 1er janvier et partir comme des malades mentales. Et le 15 janvier, ça y est, il n'y a plus personne dans les salles. Oui. La régularité, c'est la clé. Souvent, on pense régularité, grosse séance. Non, encore une fois, 10-15 minutes tous les jours, c'est très bien avant que les enfants soient réveillés, pendant que le café coule, à la pause déj. Il y a 15 minutes, c'est quand même vachement plus facile à trouver dans la journée que 1 heure. Et les 15 minutes, on peut les faire à la maison et pas aller se déplacer à la piscine, à la salle de sport, où ça aussi, ça prend du temps. Et du coup, là, on pourrait parler de quel sport choisir, du coup. C'est vrai moi, j'ai des gens, ils me disent, mais en fait... il n'y a pas de sport qui m'intéresse ou je sais pas, on nous dit que pour le mal de dos il faut faire de la natation, mais moi j'aime pas la natation, donc du coup qu'est-ce que je vais faire, tu vois, et moi les gens ils me disent ça, donc toi t'en penses quoi, Caro? Bon, déjà non, pour le mal de dos et la natation, hein, oui, déjà ça n'a pas de fondement scientifique là-dessus, enfin, c'est pas mieux qu'autre chose. Et puis si c'est pour faire la brasse comme ça, c'est pas mieux qu'autre chose. Ça se casse en pamphlé, c'est terrible. Il n'y a pas de sport parfait. Le sport parfait, c'est celui qui va vous permettre, encore une fois, de vous lever du canapé. Donc, si vous avez envie de faire du yoga, faites du yoga. Vous avez envie de faire de la muscu, faites de la muscu. Vous avez envie de faire du running, faites du running. En fait, on s'en fiche. Ce qui compte, encore une fois, c'est de bouger, d'accord ? De casser cette sédentarité. C'est surtout qu'en fait, la notion de plaisir, elle est essentielle parce que si jamais vous faites un sport que vous n'aimez pas, vous n'allez pas y retourner. Vous n'allez pas y aller, quoi. Si vous avez vu la dernière influenceuse vous dire qu'il fallait faire ce sport au 1er janvier, vous allez faire ce sport et au 15 janvier, encore une fois, vous allez arrêter. Et donc, quand tu dis que tes patients disent qu'ils aiment aucun sport, c'est pas possible. En fait, c'est vraiment pas possible. Il y a forcément un sport qu'on aime. Et il faut juste trouver lequel. Donc souvent on pense toujours au même sport, mais ça peut être aussi de la danse, de l'escalade, du curling, j'en sais rien. En fait, n'importe quel sport sera bien. Du curling. Arrête, bon, il y en a pas. Là, tu abuses un peu quand même. Hein. Je sais pas. T'avais une idée de sport un peu. Tu vas faire du curling sur Aix. Je sais pas. Mais en fait, bref, n'importe quel sport sera intéressant. C'est ça qui compte. Donc encore une fois, déculpabiliser. Il y a eu la mode de la Zumba où, moi dans ma salle on en faisait. Et dans notre salle, il y a aussi du crossfit, et où les mecs taillaient les filles qui faisaient de la Zumba. C'est très bien la Zumba. Pourquoi on ferait pas de la Zumba? Si on aime faire de la Zumba, il n'y a pas de problème avec ça. En fait, le crossfit, c'est pas mieux que la Zumba. Le crossfit, ça engendre aussi plein de problématiques. Et toi, dans ta salle, tu as vu des effets de mode, en fait, non? Le crossfit, là, maintenant, ils sont tous à fond sur l'Aerox. Oh là là, l'Aerox. C'est quoi ces histoires de mode, là? Comme c'est aussi la mode du Pilates Reformer en ce moment. Et il y a 10 ans, du Pilates Reformer. Ah, du Pilates Reformer. Il y a des modes, très bien. Si vous avez envie de faire le sport à la mode, très bien. Mais c'est pas parce que c'est le sport à la mode qu'il est meilleur que les autres, en fait. Oui, on voit clairement des modes. Là, ça fait 2-3 ans, nos cours les plus remplis, c'est le Pilates, vraiment.
vraiment. Pilates, d'accord. Ouais, c'est très bien, hein. Je suis prof de Pilates, donc j'adore le Pilates. Est-ce que les gens qui savent pas trop quel sport faire, les orienter vers un cours collectif, vers du coaching, c'est quand même pas une bonne idée parce que du coup ils vont être chouchoutés, pris en charge. Je trouve que la salle, l'avantage, tu l'as dit, c'est le social. En fait, c'est qu'on va probablement se faire des copines à la salle, où on va y aller avec une copine ou avec son conjoint aussi. On a beaucoup de couples, nous, dans notre salle, et même des gens qui se forment, enfin des couples qui se forment à la salle. Ah ouais. Ouais, beaucoup. Ah, on a même des bébés maintenant. Puis il y a un coach. Donc forcément, s'il y a un coach, il y a quand même un risque amoindri de blessure. Voilà. Il y a l'émulation, il y a l'énergie de groupe. Encore une fois, il faut pouvoir y aller à la salle. C'est aussi du temps qu'on perd à y aller et à revenir. Donc la maison, ça peut être aussi... Qui c'est qui fait du sport à la maison ici, juste pour voir? Ouais, bah c'est bien. Vous faites du sport à la maison comment? En ligne, avec des applis, très bien, ou sur YouTube peut-être. La seule chose qui va être importante, c'est de vous assurer que ça reste des coachs. Parce qu'il y a beaucoup d'applis maintenant montées par des influenceuses qui ne sont pas coachs. Alors maintenant, elles ont contourné en prenant des coachs. Je dis ça, je fais partie aussi d'une application où la boss n'est pas coach. Ce qui va être important, c'est de garder quand même le côté professionnel. Ça reste votre santé, donc d'aller vers des personnes qui connaissent un petit peu ce métier-là et comment bien vous coacher, quelles sont les bonnes consignes, comment créer une séance et comment continuer à vous motiver tout au long de la séance ou tout au long du programme. Voilà. On ne va pas avoir n'importe qui quand on a une blessure, on va avoir un kiné. Et quand on a envie de se remettre au sport, on va avoir un coach. C'est des métiers. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en plus, on se dit souvent, ok, je vais faire du sport, mais qu'est-ce que j'ai privilégié? Le cardio, la mobilité, la force. On se dit, mais comment je vais arriver à faire tout ça dans une semaine, quoi? À faire un peu de cardio, parce que c'est important. Il faut que je me fasse du renforcement, parce que tout à l'heure, tu nous as dit qu'il fallait être renforcé. On perd de la masse musculaire tous les ans. La mobilité, la souplesse, c'est quand même aussi un peu important de la travailler. Donc, au final, je vais pas les faire. Si je veux pas faire du sport tous les jours, comment j'arrive à organiser? Toi, tu conseilles quoi à tes élèves? Eh ben, moi, je conseille de faire une séance de renforcement musculaire qui va solliciter tout le corps. Donc, avec des exercices polyarticulaires, c'est-à-dire qu'il faut solliciter plusieurs articulations. Et c'est ça qui va aussi, renforcer tout le corps, mais aussi faire travailler le cardio, parce que plus on sollicite de muscles différents. Les hits, c'est ça? Les hits, oui, par exemple, mais ça va être faire un squat avec des haltères, et quand on se redresse, au lieu de juste se redresser, on va aussi lever les bras en même temps. Ça va être ça, essayer de solliciter tout le corps sur un seul même exercice. Moi, sur mon app, j'ai des programmes justement très très courts de 15 minutes, et comme c'est super court, on va aller dans le vif du sujet et on va caler ce genre d'exercice. Voilà, si on n'a pas trop le temps, on va cibler comme ça. Et si on a du temps? Eh bien, dans ce cas-là... C'est quoi le bon ratio? Alors, la règle, dit, 3-2-1. Ouais, c'est ça. La règle du 3-2-1, c'est 3 séances de renforcement musculaire par semaine, 2 séances de cardio et 1 séance de mobilité. Encore une fois, c'est pas forcément 1 heure. Ça peut être 15 minutes de renfort haut du corps, bas du corps, full body, 2 séances de cardio. Ça peut être marcher sur son tapis, faire une petite séance de Zumba par exemple, du vélo, et une séance de mobilité souplesse. Ça peut être du stretching, ça peut être du yoga, ça peut être du pilates, et ça peut être juste 15 minutes. Ouais, d'essayer mais ça, c'est dans l'idéal. Donc ne culpabilisez pas, encore une fois, si vous n'arrivez pas à caler ces 3, 2, 1, ces 6 séances par semaine. S'il n'y en a qu'une, il n'y en a qu'une, encore une fois, c'est bien. En fait, il n'y a pas de problème, c'est toujours mieux que rien. C'est vraiment ça que je voudrais qu'on vous sortez d'ici. Oui, mais là, on essaie de voir si tu veux, le truc idéal, c'est-à-dire de travailler à la fois la force, à la fois son endurance, son cœur. On sait que tout ce qui est cardiovasculaire, il faut le travailler. Bien sûr. Et sa mobilité aussi, parce que si on est raide et que voilà, on n'arrive pas à se pencher en avant. Mais pour moi, je suis team renfort. Si je dois vraiment choisir, je suis team renfort. C'est ça qui va être le plus bénéfique sur la durée. Le poids du corps, c'est compté comme renfort? Non. Non, c'est du maintien. C'est très bien, mais ça va plus s'apparenter à presque de la mobilité en fait. Ça développe pas de la force comme si on faisait vraiment avec de la charge, où on va vraiment aller sur 4, 5, 6 répétitions, on est quasiment au max, on va à l'échec, et là on va créer vraiment du muscle, on va vraiment... Voilà. C'est ça. Et quand on parle de renfort, c'est pas des haltères de 1 kg, c'est des vrais haltères, des haltères qui sont lourdes.
Et c'est pour ça qu'il faut être quand même encadré dans ces cas-là et de se dire, bon, je le fais avec un coach qui va quand même, je vais pas partir n'importe quoi, à faire du soulevé de terre à 70 kilos, alors que j'ai jamais fait de soulevé de terre, quoi. On peut pas se lancer comme ça, il faut vraiment partir. Donc, le poids de corps, ça peut être bien. Pour la mécanique, déjà du mouvement. On peut partir sur des kettlebells, vous savez, les petites cloches là, avec du poids, ça c'est super. Voilà, kettlebell. Et on peut faire des soulevés de terre avec des kettlebells. C'est quoi lourd? Lourd, c'est quoi? Mais ça va dépendre de chacun, quoi. 6 kilos, c'est rien. Ça dépend pourquoi. Si, en fait, on n'a pas la même force dans les épaules, les bras, les fessiers, les cuisses, donc, ou le dos. Faire un deadlift ou un soulevé de terre, donc on va chercher quelque chose au sol et on remonte. Plus lourd, c'est même l'exercice où vous allez mettre le plus lourd. Voilà. Et par exemple, dans notre salle, au CrossFit par exemple, il n'y a pas une personne, même débutante, qui a moins de 30 kilos. C'est hyper léger, 30 kilos en réalité. 30 kilos, c'est vos sacs de course. La prochaine fois que vous allez faire vos courses, pesez-les sur la balance. Vous verrez que c'est au moins 25 kilos. Au moins. Votre enfant, quand il sort de la maternité, il fait déjà 4 kilos. Donc si vous arrivez à porter un bébé toute la journée à 4 kilos, comment vous dire qu'avec vos petites haltères de 1 kilo, aucun intérêt, c'est de l'air que vous soulevez. D'accord? Donc il faut aller chercher de la charge. Aucun intérêt, toujours pareil. Aucun intérêt pour créer de la masse musculaire. Oui. Voilà. Vous bougez quand même. Tu bouges, tu maintiens. Il n'y a pas zéro intérêt, mais tu n'as pas l'action que tu cherches à avoir en vraiment te renforçant et en faisant de la... Mais tu ne vas pas prendre 30 kilos si tu dois soulever. Tu n'y arriveras pas. Voilà. Donc c'est l'idéal, si on fait à la maison, comme vous êtes majoritairement à la maison, c'est d'avoir plusieurs paires d'haltères pour justement jouer avec les charges en fonction de la zone que vous voulez travailler. On prend plus léger quand on travaille les épaules et les bras, on a forcément moins de force que quand on travaille les jambes ou le dos. Voilà, il faut savoir jouer avec ça. Et en faisant ça, vous allez aussi avoir vraiment un rôle préventif aussi sur l'apparition de certaines douleurs musculo-squelettiques. Tout à l'heure, je l'ai déjà dit, mais je le rappelle, c'est-à-dire la lombalgie, avoir mal au dos. Globalement, les gens qui font de la force, qui se renforcent, ils auront moins de douleurs. Si vous travaillez vos épaules, vous avez moins de chances, de risques de développer aussi des tendinopathies. Vos tendons seront en meilleure santé, quoi. Et ça, c'est important. Et sortir aussi de cette fausse croyance que vous allez abîmer vos tissus si jamais vous mettez trop de contraintes dessus. C'est-à-dire, souvent les gens ils disent la course à pied, ça abîme les cartilages, ça fait mal au dos. En fait, les dernières études scientifiques qu'on a, elles nous montrent que les coureurs, ils ont des disques intervertébraux qui sont plus épais que les personnes sédentaires. Ils ont des cartilages du genou plus épais. Donc au contraire, c'est vraiment l'inverse. C'est que vous allez mettre de la charge, vous allez mettre de l'impact et vous allez renforcer tous les tissus de votre corps. Et ça, il faut vraiment le prendre en compte. Et même chez les gens qui ont de l'arthrose, ils se disent « Ah non, je ne vais pas bouger parce que sinon je vais aggraver mon arthrose du genou. » Au contraire, si vous bougez de façon, sans mettre non plus trop de contraintes, il ne faut pas aller trop fort, mais il faut bouger et vous n'allez pas accentuer votre arthrose. Bien au contraire, vous allez stimuler vos tissus et donc les renforcer. Donc il faut vraiment sortir de là et se dire, j'essaie de quotidiennement bouger et de mettre de la charge pour renforcer tous mes tissus. Et j'ajouterais pour les femmes, parce que je vous connais, quand on vous dit de prendre des charges, vous pensez gros bras. C'est pas parce que vous prenez des charges lourdes que vous allez finir avec des bras d'homme. Non, ça marche pas. Du tout. D'accord, ça aussi on le chasse. La gonflette, ça marche pas comme ça. Non, c'est vraiment très très difficile d'avoir un corps bodybuildé. Très difficile. Ouais. Encore une fois, c'est comme le surentraînement. C'est pas vous, c'est pas nous. D'accord? On n'est pas loin, donc vous pouvez prendre lourd, c'est pas ça qui va développer votre silhouette. D'accord? Au contraire, plus vous allez prendre des charges lourdes, plus vous allez augmenter votre métabolisme. Quand on augmente le métabolisme, ça veut dire qu'on brûle des calories au repos. Donc ça veut dire qu'on joue sur la perte de poids, si c'est votre objectif. Encore une fois, le renfort, ça sera hyper intéressant pour vous. Donc il vaut mieux plus lourd et faire moins de répétitions alors. Plus tu prends lourd, moins tu fais de répétitions. Plus tu prends des charges légères, plus tu vas augmenter le nombre de répétitions. Tu vas arriver à l'échec. C'est très bien de faire les deux, hein. Il n'y a pas de problème. On peut faire de l'endurance de force, c'est-à-dire qu'on va faire plus léger, mais on va faire des séries, plus de répétitions. Mais on n'a pas le même but en fait. C'est des objectifs différents. Voilà. Concernant les cours collectifs, si on est plutôt cours collectif, quel genre de
cours permettrait d'allier un peu toutes les... Ça dépend dans quelle salle, mais normalement, dans les salles de fitness, il y a forcément au moins un cours de renforcement musculaire qui s'appelle Body Sculpt, Body Pump aussi. Bah, ça va être celui-ci qu'on va privilégier. Alors, si on doit en faire un dans la semaine, c'est celui-ci. Parce que ça, c'est ce cours-là, quand même, il y a un cardio. Enfin, j'en ai Oui, jamais il y a fait, quand même, encore cardio. une fois, il y a quand même... Donc là, si vous en faites, bien sûr. Et si vous en faites 2 fois par semaine, vous êtes déjà 2 heures par semaine, vous êtes déjà dans les recommandations de l'OMS. Hein. Ah oui, oui. Donc là, c'est OK. Ouais, déjà, vous cochez la case des recommandations. C'est ça. Et nous, on a un cours de renfo dans notre salle. Ce qui va faire la différence, encore une fois, c'est les charges qu'on va prendre. Moi, je leur dis tout le temps à mes élèves, si vous prenez les haltères de 1 ou 2 kilos, clairement, vous n'allez pas avoir le même cours que moi qui prend 5 ou 7. Donc ça, encore une fois, on commence à 1 ou 2 parce que c'est le début. On tient ses charges pendant 1 mois. Puis après, quand c'est bon, le cours et les exercices sont maîtrisés, on peut aller chercher un petit peu plus loin. Et plus on va augmenter les charges, plus à la fin, on va vraiment transpirer. Et là, ça va plus du tout être le même effort et sur les muscles et sur le cœur. On voulait finir par un petit quiz, non? Ah oui, on se fait vas-y, ce viens. petit quiz. Je vous le dis, ce quiz, j'ai eu tout faux. On a un petit top 8, c'est une étude scientifique qui a été faite à Copenhague sur 25 ans où ils ont suivi des sportifs, 8500 sportifs de 20 ans à 90 ans et ils sont arrivés à sortir le top 8 des sports qui rallongent l'espérance de vie. Je dis, ils les ont suivis pendant 25 ans. Pendant 25 ans, ouais. Je ne l'ai pas dit, mais 25 ans. 25 ans. C'est une grosse étude quand même. Et selon vous, quels sont les sports qui rallongeraient le plus l'espérance de vie? Est-ce que vous avez une petite idée? La natation, ok. Non, c'est pas la natation. Mais il fait partie, la natation. Ouais, la natation est dans le top 8, ouais. Non, pas la marche. Non. La pardon? La musculation, il en fait partie aussi. La musculation, c'est pas le 1. elle est dedans aussi, mais c'est pas, on va dire, le top 3. Le top on peut 3. donner déjà combien ils sont placés. La natation, c'était 4, non. La natation était 5e avec 5e. 3,4 années de gagné. Donc c'est bien, 3,4 années, on va pas dire non. Hein. La course à pied, c'est juste après la natation, c'est 3,2 années. La danse, non, on n'y est pas. Non plus. Alors, ils ont peut-être pas évalué non plus tous les sports. Hein. C'était à Copenhague, donc. C'est ce qu'on s'est dit. Il n'y a pas non plus tous les sports. Le vélo est 4e, 3,7 années. Ils font beaucoup de vélo d'ailleurs là, dans ces pays là-bas. Oui. Bon, il faut pas se faire écraser, ouais. Mais d'ailleurs dans l'étude, ils disaient que la moitié de la cohorte, donc des gens qui ont été évalués, sont morts durant l'étude. Hein. Alors ça veut pas dire qu'ils sont morts écrasés. Hein. Ça veut dire qu'il y avait des gens qui avaient 80, 70 ans, et sur 25 ans, forcément, il y en a qui sont morts. Voilà. Non, donc c'est pas. Non, là vous n'avez pas trouvé. C'est une catégorie de sport qui. En plus, il y a un sport qui est hyper à la mode en ce moment. On parle que de ça. Voilà. Les sports de raquettes. Voilà. Le tennis est numéro 1. Et en fait, pourquoi le tennis est numéro 1 et badminton numéro 2? Bon, le paddle, il n'existait pas à l'époque, hein, donc je pense que maintenant le paddle serait dans les premiers. Parce que c'est un sport ce qui est hyper complet. Travail de réflexe, travail de prise de décision très rapide. Il y a du cardio, il y a des changements de direction, il y a un travail quand même de force, il y a un travail d'endurance vraiment qui est long, il y a des accélérations, un travail fractionné où on monte aussi, le cœur monte vraiment dans les tours. Et il y a ce côté réflexe, prise de décision, où il faut être très rapide. Et en fait, c'est des sports qui dans la vie, quand on vieillit, on va perdre en réflexe, on va perdre en facilité là-dessus. Et donc, ça stimule vraiment toutes ces qualités motrices, physiques, et donc mentales. Et donc, le tennis, ce serait 9,7 années de gagné. Non. Donc voilà, faites du tennis quoi. Le foot était aussi 3e avec 4,7 années. C'est un petit peu finalement la même chose, le foot. Prise de décision rapide. En fait, on est sur des sports où on travaille sur des réflexes. Il y a une question d'explosivité. Explosivité, accélération, endurance. En fait, voilà. Le rugby, il n'y est pas, mais après, ça a été fait à Copenhague, donc il faut aussi prendre en compte qu'il ne faut peut-être pas ces sports-là aussi. Étude très sérieuse, qui est très bien faite. Globalement, il y a quelques petits biais, mais pas non plus. Donc c'est une étude qu'on peut prendre en compte, et donc ça permet de voir que certains sports seraient plus bénéfiques dans le vieillissement que d'autres. Exactement. Mais on le rappelle, faites le sport que vous aimez, c'est quand même le plus important. Voilà. Autant de fois que vous le pouvez dans la semaine. Merci. Merci beaucoup.
Merci à tous et à toutes d'être restés jusqu'à la fin de cette vidéo. Comme vous avez pu voir, il y avait effectivement du public en face de nos intervenants qui ont posé des questions. À bientôt sur Santé Organisée et n'oubliez pas de vous abonner.